J'étais en train de plier le linge quand ma mère a appelé et a gâché Noël. Je m'appelle Thomas. J'ai 35 ans. J'habite juste en dehors de Rennes avec ma femme, Clara, et nos 2 garçons, Léo, 6 ans, et Paul, 4 ans. Paul est autiste. Il ne parle pas beaucoup encore, et les bruits forts le dérangent, mais il est intelligent à sa manière. Il aligne ses dinosaures par couleur, tape des rythmes sur la table qui se synchronisent avec la musique en arrière-plan, et vous serre dans ses bras comme s'il le pensait vraiment. Léo est le grand frère classique. Protecteur, curieux, un peu trop confiant pour son propre bien. Ce sont tous les 2 de bons enfants, meilleurs que je ne l'étais probablement à leur âge. Quoi qu'il en soit, j'étais en train de plier le pyjama dinosaure de Léo quand l'appel est arrivé. Maman, mon téléphone s'est allumé. J'ai essuyé mes mains sur mon jean et j'ai décroché. C'était le matin de Noël. Je me suis dit que c'était l'habituel, une demande de dernière minute pour apporter la sauce aux érelles, ou peut-être juste un joyeux Noël et un rappel de ne pas être en retard. Mais son ton n'était pas joyeux. Il était prudent. « Salut chérie », a-t-elle dit. Sa voix était tendue, trop étirée sur quelque chose qu'elle ne voulait pas dire. « Bonjour », ai-je dit. Assez joyeux pour nous 2. Nous sommes juste en train de nous habiller. Les garçons sont surexcités. Ils sont debout depuis 6 heures. Elle a hésité. C'est de ça que je voulais te parler. J'ai marqué une pause. À propos des garçons? À propos de Noël? Elle a expiré et j'ai entendu des assiettes teintées en arrière-plan. Le faible murmure de la conversation. Nous avons mis une table spéciale cette année pour les enfants. D'accord, ai-je dit, étirant le mot. Pour les enfants de ton frère. Tu sais, ils sont plus grands. Ils seront à leur propre table avec des jeux et des coloriages, tu sais, juste une jolie installation. J'ai cligné des yeux. Cool. Donc, vous voulez que Léo et Paul soient à la table principale? Il y a eu une autre pause. Plus longue cette fois. Eh bien, a-t-elle dit prudemment. Nous pensions qu'il serait peut-être préférable que Paul s'assoie avec toi. Ou peut-être pas à la table des enfants, juste pour que les choses ne soient pas trop perturbantes. J'ai senti le bord du haut de pyjama plié dans mes mains se serrer. Perturbant? Je veux dire, a-t-elle dit rapidement. Tu sais comment Paul est quand il y a trop de bruit. Ou si quelqu'un prend son jouet. C'est Noël, Thomas. Nous ne voulons pas que les autres enfants soient débordés. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé le pyjama et senti ma mâchoire se serrer. Elle a continué comme si le silence signifiait qu'elle avait besoin de renfort. Les enfants de ton frère sont habitués à certaines routines. Ça a été une année difficile pour eux avec le déménagement et le divorce. Et puis j'ai entendu, une deuxième voix, faible mais indubitable. Mon père. Il avait dû prendre le téléphone ou se tenait à proximité. Thomas, a-t-il dit assez fort maintenant pour être en haut-parleur. Écoute, c'est probablement mieux si vous ne venez pas cette fois-ci. Tu sais, moins de stress pour tout le monde, surtout pour Paul. Voilà. Ils avaient dit tout haut ce qu'ils pensaient tout bas. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas dit ce que je voulais dire. Qu'ils traitaient mon fils comme un problème, comme un recoin désordonné qu'ils ne voulaient pas dans leur petite fête de famille parfaite. Au lieu de cela, j'ai juste dit, compris. Puis j'ai raccroché. Calme, contrôlé. Clara est descendue des escaliers, tenant un cadeau emballé. Tout va bien, a-t-elle demandé, lisant mon visage instantanément. J'ai menti. Changement de programme. On reste à la maison cette année. Elle a penché la tête, les yeux se plissant. Sérieusement? J'ai forcé un sourire. Oui. Ça pourrait être sympa. Juste nous. Nous n'avons rien dit aux garçons. Nous avons fait des roulés à la cannelle, ouvert les cadeaux et regardé de vieux dessins animés en pyjama. Paul a aligné ses dinosaures près de l'arbre. Léo les a fait parler avec des voix amusantes. Clara a mis du jazz de Noël, et nous avons dansé dans le salon. J'ai essayé de faire comme si tout allait bien, mais je n'arrêtais pas de regarder mon téléphone. À midi, j'avais 31 appels manqués, principalement de mes parents.
quelques-uns de ma jeune sœur, Manon, 2 de mon frère, Mathieu. Il y avait une demande de chat vidéo. Je n'ai pas répondu. Puis est venu le message vocal. Je l'ai écouté une fois en étant assis sur le bord du lit. Puis je l'ai rejoué. Cette fois avec mes mains couvrant lentement ma bouche. À exactement 47 secondes, mon père a dit quelque chose qui a fait que l'air est resté immobile. Ce n'était pas fort. Ce n'était pas crié. C'était calme. Comme s'il ne réalisait même pas le poids des mots qui sortaient de sa bouche. Mais je les ai entendus, chaque syllabe. Et juste comme ça, quelque chose en moi a changé. La partie de moi qui laissait toujours les choses passer est devenue silencieuse. Et la partie de moi qui gardait les comptes, cette partie s'est réveillée. J'ai écouté ce message vocal au moins 10 fois de plus. Chaque fois, ça frappait un peu plus fort. La partie qui m'a le plus touchée n'était même pas ce qu'il a dit. C'était la façon dont il l'a dit. Comme si c'était normal. Comme si c'était évident. À minuit 47, mon père a ricané. C'est ce qui m'a fait lever les yeux. Un rire discret, dédaigneux. Comme s'il parlait du problème de quelqu'un d'autre. Elle aurait dû savoir qu'il ne fallait pas laisser Thomas amener ce gamin, a-t-il dit. Je veux dire, le garçon n'a pas sa place à une réunion de famille. Pas comme ça. Ce gamin. Ce garçon. Pas Paul. Pas son petit-fils. Juste ce gamin. Je suis resté assis là longtemps. Téléphone sur mes genoux, regardant par la fenêtre notre pelouse enneigée tandis que Léo faisait courir une voiture Hot Wheels dans le couloir. Clara a jeté un œil une fois, a vu mon visage et n'a rien demandé. Elle a juste tranquillement laissé une tasse de café sur la table de chevet et s'est éloignée. Le reste de la journée est passé dans un flou. J'ai souri quand il le fallait, ri quand ça semblait juste, mais à l'intérieur quelque chose se défaisait. Un fil qui avait été tiré pendant des années, lentement, invisiblement jusqu'à maintenant. Au moment où les garçons sont allés se coucher et que Clara s'est blottie à côté de moi avec un livre, j'étais déjà descendue dans un terrier de lapins, écoutant d'anciens messages vocaux, faisant défiler des années de discussions de groupe, regardant des photos d'anniversaire et réalisant quelque chose que je n'avais jamais vraiment vu auparavant. Paul n'y était jamais vraiment. Léo, oui, Léo était facile. Il posait, il souriait. Il disait « s'il vous plaît » et « merci » et jouait gentiment avec ses cousins. Il s'intégrait. Mais Paul, il était généralement en arrière-plan, parfois pas là du tout, parfois coupé. Il y avait une photo du Noël dernier. Mathieu et ses enfants étaient assis au centre de la grande table à manger, tous vêtus de pulls rouges assortis. Manon et son petit ami étaient d'un côté, maman et papa de l'autre. Clara et moi étions près de la fin, souriants. Léo était assis à côté de moi avec une canne en sucre à la main. Paul n'était pas sur la photo. Je me souvenais de ce jour-là. Il avait eu une crise quand le fils aîné de Mathieu avait attrapé un de ses jouets sans demander. Les lumières étaient trop vives. La pièce était trop bruyante. Clara l'avait emmené dans le salon pour le calmer et ils avaient manqué le dîner. Personne ne leur avait apporté d'assiette. Personne n'avait même remarqué. J'ai fermé l'application photo et j'ai regardé le plafond sombre. Tout a commencé à s'aligner comme un mur de scène de crime. Les petits commentaires, les changements d'horaire soudains, les regards, et chaque fois je me suis convaincue que j'imaginais, qu'ils essayaient, que c'était compliqué, que la famille signifiait le pardon. Mais maintenant je n'étais plus si sûre. Les jours après Noël ont été un silence radio. Pas d'excuses, pas d'explications, juste quelques textos maladroits de Manon. Salut, ça va? Et maman est contrariée. Suivi par le silence quand je n'ai pas répondu. Puis est venu le réveillon du Nouvel An. Clara et moi nous installions avec du pop-corn et un film Pixar quand mon téléphone a sonné. C'était encore Manon. Tu viens à l'anniversaire de papa demain? J'ai regardé le message. Le 1er janvier, n'est-ce pas? L'anniversaire de papa était toujours intégré au chaos du Nouvel An. Généralement un dîner de famille, un gâteau, quelques toasts, l'habituel. Avant que je puisse répondre, elle en a envoyé un autre. Mathieu a dit qu'il ramenait les enfants. Juste pour info.
Il n'y avait pas d'excuses, pas de conscience, juste de la logistique. Clara s'est penchée, lisant les messages à l'envers. Tu n'envisages pas d'y aller, n'est-ce pas? J'ai haussé les épaules. Peut-être. Je ne sais pas. Elle a croisé les bras. Thomas. Je veux juste voir quelque chose, ai-je dit. Elle a soupiré. Tu veux dire que tu veux leur donner une autre chance? Non, ai-je dit lentement. Je veux confirmer ce que je soupçonne déjà. Alors, nous y sommes allés. Nous avons habillé les garçons avec de beaux vêtements, des chemises et de petits nœuds papillons. Nous avons rapporté le casque anti-bruit de Paul et son doudou, un dinosaure mou avec une queue effilochée. Clara a emballé des collations et des jus de fruits, et j'ai prévenu les deux enfants que nous ne resterions peut-être pas longtemps. Quand nous sommes arrivés, la Tesla de Mathieu était déjà garée dehors, impeccable et brillante dans l'allée comme un monument. Ses enfants, Hugo et Léa, couraient pieds nus dans le jardin, se poursuivant avec des pistolets nerfs. Mathieu était appuyé contre la rampe du Porsche, faisant défiler son téléphone dans un pull en cachemire. « Thomas » a-t-il dit sans lever les yeux. « Salut » je lui ai fait un signe de tête. « Salut » À l'intérieur, la maison avait l'air la même. Les mêmes décorations, les mêmes meubles, mais il y avait une étrange énergie. Maman a salué Léo avec un câlin et lui a ébouriffé les cheveux, puis a regardé Paul comme si elle ne savait pas quoi faire de ses mains. Paul s'est accroché à ma jambe, serrant le dinosaure. « Bonjour, chérie » lui a-t-elle dit, la voix forcée. Puis elle s'est tournée vers Clara. « Il y a de la nourriture dans la cuisine si tu veux prendre une assiette avant qu'il n'y en ait plus. » Je crois que les enfants de Mathieu regardent un film dans la chambre d'amis. Clara a hoché la tête avec raideur. La fête était petite, juste nous, la famille de Mathieu, Manon et nos parents. Décontractée, discrète, ou du moins c'était ce qu'il semblait. Quand nous sommes allés nous asseoir pour le dîner, j'ai remarqué la disposition des places. Encore une fois, 3 tables. Une grande table rectangulaire pour les adultes, une table plus petite pour les enfants de Mathieu, et une table d'appoint avec une chaise pliante en plastique près de l'entrée de la cuisine. Une assiette en carton avec le nom de Paul était posée là. Pas celui de Léo, juste celui de Paul. Clara et moi nous sommes regardés. Ma mère a levé les yeux de sa place. Oh, nous avons pensé que Léo pourrait s'asseoir avec les cousins, n'est-ce pas? Et Paul peut être près de vous. Comme ça, s'il a besoin d'espace, il n'est pas au milieu de tout. Je n'ai rien dit, je me suis juste assis. Clara a pris Paul sur ses genoux et l'a nourri tranquillement de notre assiette. Léo était assis avec Hugo et Léa, clairement confus, mais trop poli pour dire quoi que ce soit. À un moment donné, il s'est tourné vers nous et a chuchoté, « Paul peut s'asseoir ici aussi ?» Mathieu a entendu et a ricané, « Non, mon pote. Paul aime sa petite installation, tu te souviens ?» J'ai serré ma fourchette plus fort. Après le dîner, pendant que les enfants jouaient dans le salon et que les adultes discutaient autour d'un café, papa s'est levé pour porter un petit toast d'anniversaire. Tout le monde s'est rassemblé. Je me tenais dans le coin, Paul dans mes bras. Je veux juste remercier tout le monde d'être là, a dit papa. Une autre année, un autre cheveu gris, mais entouré de la meilleure famille qu'un homme puisse demander. Manon a souri. Mathieu a levé sa tasse. Maman a essuyé ses yeux. Puis il a ajouté, ça a été une bénédiction de voir les petits-enfants grandir. Hugo et Léa sont la lumière de nos vies, n'est-ce pas? Clara a tressailli à côté de moi. Et Léo, bien sûr. Un enfant si intelligent. Toujours curieux, toujours poli. Il n'a pas prononcé le nom de Paul. Pas une seule fois. J'ai senti les ongles de Clara s'enfoncer dans mon bras. Allons-y, a-t-elle chuchoté, mais je suis restée immobile. Je ne pouvais pas bouger. Pas encore. Puis c'est arrivé. Mathieu a ri et a dit, Léo est la seule raison pour laquelle je n'ai pas volé toute la famille de Thomas. Le gamin est pratiquement un mini Hugo à ce stade. La pièce a ri, tout le monde sauf moi. Puis maman s'est tournée vers moi, verre de vin à la main, et a dit, toi et Clara avez vraiment bien fait avec Léo. Vous avez dû avoir de la chance la 2e fois. J'ai senti les mots me frapper comme une gifle. Chance. La 2e fois,
Clara a attrapé mon bras. Thomas? J'ai levé une main. Ça va. Non, ça ne va pas, a-t-elle claqué, attrapant le sac à langer. C'est fini. Elle est sortie en trombe avec les 2 enfants. Je l'ai suivie quelques minutes plus tard après avoir silencieusement débarrassé nos assiettes. Personne ne m'a arrêté. Personne ne nous a appelés, pas même ma mère. Le trajet de retour a été silencieux. Les enfants se sont endormis sur la banquette arrière. Clara regardait par la fenêtre, le visage fermé. Tu penses toujours que tu imagines, a-t-elle finalement demandé. Non, ai-je dit. Parce que j'en ai fini de faire semblant. J'en ai fini d'être poli avec des gens qui traitent notre enfant comme une pensée secondaire. Je sais, ai-je dit. Vraiment? Sa voix s'est brisée. Parce que j'ai l'impression que tu attends toujours qu'ils se réveillent et le voient, mais ils ne le feront pas. Ils ne veulent pas. J'ai hoché la tête lentement. Tu as raison. Quelque chose s'est brisé cette nuit-là. Le cordon qui m'avait attaché à une version imaginaire de ma famille. Celle où j'étais le fils négligé, mais toujours un fils, toujours une partie de quelque chose, a cédé. J'ai passé la semaine suivante à me retirer discrètement des discussions de groupe. J'ai cessé de suivre mes parents sur les réseaux sociaux. J'ai refusé tous les appels de Manon. Je n'ai pas répondu quand Mathieu a envoyé un texto. Tu nous as sérieusement ignorés pour un anniversaire? Je les ai ignorés parce que j'avais besoin d'espace. Mais plus que ça, j'avais besoin de réfléchir parce que quelque chose avait changé. Et pour la première fois, je n'étais pas seulement triste. J'étais en colère. Pas une colère bruyante et désordonnée. Pas le genre qui s'éteint vite. Le genre silencieux. Le genre qui s'enracine. Et quand je dis que j'ai commencé à planifier, je ne parle pas de vengeance mesquine. Je parle de quelque chose de plus profond. Quelque chose qui les ferait se regarder un jour et se demander, quand l'avons-nous perdu? Et la réponse serait le matin de Noël, quand ils m'ont dit de ne pas venir. Quand ils ont mis une table pour tout le monde sauf mon fils et ont pensé que je ne me souviendrais pas. Je n'ai pas réalisé à quel point tout cela était lourd jusqu'à ce que je commence enfin à le déposer. Dans les semaines qui ont suivi l'anniversaire de papa, le silence entre moi et ma famille s'est étiré comme une corde tendue, prête à casser. Je n'ai pas rappelé. Je n'ai pas répondu au texto. Et pour une fois, je ne me suis pas senti coupable. J'avais passé des années à faire ce que je pensais être la bonne chose. À me mordre la langue, à me présenter, à rester silencieux pour que tout le monde puisse rester à l'aise. Mais le confort n'avait jamais été étendu à Paul, ni à Clara, ni à moi vraiment. Pourtant, il y avait un poids à la distance. Comme si j'avais marché au bord de quelque chose de familier et que je flottais maintenant dans un nouvel air, détaché, incertain. Ce n'était pas encore la liberté. C'était juste de l'espace. Et dans cet espace, j'ai commencé à voir l'image complète. L'accumulation de petites coupures que j'avais ignorées pendant des années, pensant qu'elles faisaient partie du fait d'être le mouton noir. Je n'ai pas toujours été l'étranger. En grandissant, j'étais l'aîné, le calme, celui qui suivait les règles. Mathieu, 2 ans plus jeune, était l'enfant prodige, plus bruyant, plus drôle, athlète vedette. Manon, la petite dernière, était choyée comme une fleur rare. J'étais quelque part au milieu. Respectée, mais pas célébrée. Censée tenir les choses ensemble quand les choses s'effondraient. Surtout après que la blessure au dos de mon père l'ait forcé à prendre une retraite anticipée, et que j'ai pris le relais pour aider avec les factures à 19 ans tout en travaillant la nuit et en allant à l'université à temps partiel. Ils me louaient tous d'être si responsable. Mais la responsabilité sans affection commence juste à ressembler à de l'utilisation. Après Noël et l'anniversaire de papa, quelque chose en moi s'est effondré sous le poids des années à être utile et invisible. Je n'allais pas bien. J'ai essayé de faire semblant pour les enfants, mais Clara a vu clair. Elle l'a toujours fait. Une nuit, après que je me sois assis sur le canapé, fixant d'un air vide un épisode en pause d'une émission qui ne m'intéressait pas, Clara s'est agenouillée devant moi. Tu dois te laisser être en colère, a-t-elle dit. Tu continues d'essayer de le porter comme si ça n'était pas arrivé, mais ça l'est. Et ça a fait mal. Tu n'as pas à être bien encore. Je l'ai regardé.
Cette femme qui n'a jamais fait sentir à Paul qu'il était moins qu'eux, qui a mené des batailles que je ne voyais même pas. Et j'ai craqué. Pas bruyamment, pas avec des larmes et des halètements. J'ai juste penché la tête en avant, j'ai pressé mon front contre le sien et j'ai chuchoté. Je crois que je suis tellement habituée à être blessée par eux que j'ai arrêté de le remarquer. Clara a tenu mes mains et n'a rien dit. Elle est juste restée là avec moi dans le silence. Ce moment a ouvert quelque chose. J'ai arrêté de faire semblant. J'ai commencé à tout écrire, pas pour eux, mais pour moi. Tard le soir, après que les garçons se soient endormis, je m'asseyais à la table de la cuisine et je déversais chaque souvenir, chaque affront, chaque mot qui semblait autrefois trop insignifiant pour être mentionné, mais qui semblait maintenant faire partie d'une blessure plus grande. J'ai rempli un carnet en 2 semaines. Au travail, je me suis jetée à corps perdu dans des projets. J'étais analyste système dans une entreprise de taille moyenne, et j'ai commencé à prendre des cas complexes que d'autres refusaient. Ce n'était pas une question de travail, c'était une question de contrôle. Résoudre des problèmes que personne d'autre ne pouvait résoudre me faisait me sentir utile à nouveau, comme si j'avais de l'importance, comme si je n'étais pas invisible. Clara l'a remarqué. Une nuit, elle a dit, « Tu travailles comme si tu essayais de fuir quelque chose. » Je le suis, ai-je dit. Que se passe-t-il quand ça te rattrape? Je n'ai pas répondu. Je ne savais pas. Puis est venu le projet scolaire de Léo. Je dois faire un arbre généalogique, a-t-il dit. Un après-midi, tenant un papier avec un dessin d'un grand arbre et des espaces vides pour les noms. J'ai figé. Il m'a tendu un marqueur. On peut commencer par toi et maman? J'ai écrit nos noms, puis Paul, puis le sien. Puis il a demandé, je dois mettre papy et mamie ou juste le côté de maman? Je l'ai regardé. Son petit visage incliné par une curiosité innocente, ne sachant pas que cette question portait le poids de générations. Faisons juste le côté de maman pour l'instant, ai-je dit. Léo a haussé les épaules et a colorié les feuilles. Cette nuit-là, j'ai regardé à nouveau le papier. Tout cet espace vide de mon côté de l'arbre. Ça ne m'a pas rendu triste. Ça m'a rendu déterminée. Si ma famille ne voulait pas voir Paul, s'il ne pouvait pas gérer la forme qu'il prenait dans ce monde, alors tant pis. Je lui construirais un monde qui le ferait. Un arbre avec de nouvelles racines, une fondation qui ne se plierait pas autour du confort des autres. J'ai commencé à chercher des groupes de soutien locaux. J'ai trouvé un groupe de pères pour les parents d'enfants neurodivergents. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Je me suis dit que je m'assiérais à l'arrière, hochelerais la tête, peut-être partagerais 1 ou 2 choses, et partirais. Mais la première réunion a tout changé. Nous étions 5, tous des pères, tous fatigués de cette façon profonde et existentielle. Mais ils parlaient comme je n'avais jamais entendu des hommes parler auparavant, ouvertement, vulnérablement, honnêtement. Ils n'ont pas enjolivé les choses. Un gars, Jean, a dit que sa fille n'avait pas dormi une nuit complète depuis 4 ans. Un autre, Louis, a dit qu'il avait perdu 3 amis après qu'ils aient fait une blague sur son fils se comportant comme un robot. J'ai partagé mon histoire aussi. Pas toute l'histoire, juste l'appel du matin de Noël, le message vocal, la table sans le nom de Paul. Jean a hoché la tête et a dit, « Ce sont toujours les plus proches de toi qui veulent que ton enfant soit facile. Pas meilleur, pas soutenu, juste commode. » J'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas retenir. Nous nous sommes rencontrés toutes les 2 semaines après ça. Certaines nuits, nous parlions de crise et de réunions d'IEP. D'autres nuits, nous parlions de rêves, de choses que nous voulions pour nos enfants au-delà de la simple survie. J'ai commencé à me sentir moins seule, plus réelle, comme si je ne gardais plus seulement la douleur dans ma poitrine. Je la transformais en quelque chose. Puis, environ 3 mois après Noël, j'ai reçu un appel d'un vieil ami de collège, Marc, qui travaillait dans une organisation technologique à but non lucratif. Il avait vu l'un de mes posts LinkedIn sur la conception accessible, quelque chose qui m'intéressait plus profondément depuis que Paul avait commencé à utiliser des applications de communication. Et il a dit, « Nous cherchons quelqu'un pour diriger un projet sur les interfaces adaptatives pour les enfants ayant des sensibilités sensorielles. » Tu m'es venu à l'esprit immédiatement. J'ai failli dire non. J'ai failli revenir à cette ancienne version de moi,
celle qui se faisait petite pour que personne ne se sente menacé. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai dit, dis-m'en plus. Le projet était intense. Financé par des subventions, très visibles, avec beaucoup de rouages. Je devais diriger une équipe, présenter aux parties prenantes et rencontrer des familles pour des tests utilisateurs. C'était un travail qui comptait, un travail qui pouvait changer des vies, y compris celle de Paul. Clara m'a soutenue à chaque étape. Elle en a pris davantage à la maison, à coordonner les thérapies, à gérer le chaos d'élever 2 garçons sauvages et magnifiques afin que je puisse me concentrer pendant la journée. Parfois, je rentrais à la maison et je m'asseyais simplement par terre pendant que Paul grimpait sur mes genoux, son dinosaure calé sous un bras. Et je pensais qu'ils ne connaissent pas cette version de lui. La joie tranquille, le doux fredonnement, la façon dont il disait « papa » comme si c'était un sortilège. Ils n'ont jamais essayé de le connaître, mais quelqu'un d'autre le ferait. Au bout de 6 mois du projet, nous avons lancé notre interface bêta. Elle n'était pas parfaite, mais elle fonctionnait. Les enfants ont bien réagi. Une fille non-verbale l'a utilisée pour demander son snack préféré pour la première fois. Un autre garçon l'a utilisé pour demander de la musique, du Beethoven, de toutes choses. J'ai pleuré sur le parking ce jour-là, non pas parce que j'étais submergée, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'être exactement là où je devais être. Ce week-end-là, Clara a suggéré de prendre de nouvelles photos de famille. Juste nous dans le parc près de notre maison sous les cerisiers en fleurs. Nous portions des couleurs pastel dépareillées, avons laissé les garçons courir librement et avons demandé aux photographes de capturer des moments, pas des poses. Quand j'ai vu les clichés finaux, j'ai senti quelque chose changer à nouveau. Il y avait une photo de Paul sur mes épaules, les bras levés, riant. Il y avait Léo tirant Clara par la main à travers un champ de fleurs. Il y avait moi, immobile, tenant tout cela ensemble, non pas parce que je devais, mais parce que je le voulais. J'ai imprimé la photo de Paul et moi et l'ai mise sur mon bureau au travail. Puis j'en ai imprimé une autre et l'ai envoyée dans une enveloppe. Pas de mots, juste la photo chez mes parents. Je ne sais pas s'ils l'ont ouverte. Je m'en fiche. Cette partie n'était pas pour eux. C'était pour moi. Car à l'approche de l'été, j'ai réalisé quelque chose qui a tout changé. Je n'avais pas perdu ma famille. Je les avais juste enfin vus tels qu'ils étaient. Et ce faisant, j'ai trouvé la force de construire quelque chose de mieux. Non pas malgré la douleur, mais à cause d'elle. Mais juste au moment où je pensais que la distance s'était installée pour de bon, le silence s'est brisé. Pour l'anniversaire de Paul, une petite enveloppe dans la boîte aux lettres. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une carte, bon marché, générique, avec un ours en peluche tenant des ballons. À l'intérieur, une seule ligne, faites-nous savoir quand nous pourrons le rencontrer. Pour de vrai cette fois, pas de signature, juste ça. Clara m'a trouvé tenant la carte et a dit, tu les crois? J'ai fixé l'écriture. Familière, hésitante. Je ne sais pas encore, ai-je dit. Mais quelque chose me disait. Ce n'étaient pas des excuses. C'était un piège. Et cette fois, je n'y allais pas aveuglément parce que j'avais un plan. Un plan discret. Un plan qu'il ne verrait jamais venir. Je n'ai pas répondu à la carte. Pas tout de suite. Je l'ai posée sur le comptoir de la cuisine et je l'ai observée pendant 2 jours entiers comme si elle pouvait développer des dents et me mordre si je m'approchais trop. Clara m'a demandé une fois de plus si je voulais en parler. Et comme je ne l'ai pas fait, elle a laissé tomber. Elle savait que je ne l'ignorais pas. Je l'étudiais, la retournant dans ma tête comme un bijoutier examine une pierre à la recherche de fissures. Et il y avait beaucoup de fissures, à commencer par le fait qu'elle n'était pas signée. Je connaissais cette écriture. C'était celle de ma mère. Des lettres soignées, légèrement inclinées avec le L majuscule penché trop à gauche. Je l'avais vue sur des cartes d'anniversaire, des bulletins scolaires et des notes glissées dans ma boîte à lunch en 2e année. Ce n'était pas celle de Mathieu. Ce n'était pas celle de Manon. Et ce n'était certainement pas celle de mon père. Cet homme n'avait rien écrit à la main depuis les années 90. Faites-nous savoir quand nous pourrons le rencontrer. Pour de vrai cette fois? Qu'est-ce que ça voulait dire? Pour de vrai cette fois?
Comme si les 6 dernières années de la vie de Paul n'étaient qu'une répétition générale. Comme si maintenant, tout à coup, ils étaient prêts à faire semblant de s'en soucier. Probablement parce qu'ils pensaient qu'il avait passé l'âge. Ou parce qu'ils ressentaient le poids croissant de leur absence dans les albums photos. Ou peut-être qu'ils ont juste réalisé à quel point la maison était silencieuse avec seulement les enfants de Mathieu qui visitaient de temps en temps. Mais leur curiosité soudaine ne ressemblait pas à une croissance. Cela ressemblait à de la culpabilité enveloppée dans des excuses en papier mâché. Pourtant, le message n'était pas ce qui me restait en tête. C'était le timing. La carte est arrivée le matin après que j'ai posté une photo de notre pique-nique en famille sur LinkedIn. Un post qui était devenu inopinément semi-viral. C'était juste un instantané décontracté. Paul riant avec Léo. Des jus de fruits et des écorces de pastèque éparpillées sur une couverture. La légende était simple, différent n'est pas moins. Nos garçons nous rappellent chaque jour que l'amour n'a pas de normalité. Reconnaissant pour le voyage, même les parties difficiles. Je ne m'attendais pas à grand-chose, mais ensuite sont venus les commentaires. Des centaines, puis des milliers, des parents, des enseignants, des frères et sœurs, des personnes neurodivergentes elles-mêmes. Le post a été repris par une organisation à but non lucratif et la photo s'est retrouvée dans un carrousel d'images célébrant la semaine de sensibilisation à la neurodiversité et juste comme ça, ma boîte de réception a explosé. Puis, comme par magie, l'intérêt de mes parents pour revoir Paul a explosé aussi. Coïncidence ? Peut-être. Mais mon instinct me disait le contraire. Et pour une fois, j'ai décidé de faire confiance à mon instinct. Je n'allais pas réagir par émotion. J'avais déjà fait ça. Ça finissait toujours de la même manière. Culpabilité, dispute, silence gênant. Non, cette fois, je ferai les choses différemment. Je n'étais plus la même personne qu'ils avaient rejetée la dernière fois, et Paul n'était certainement pas le même bambin silencieux qu'ils avaient relégué à la table d'appoint. Nous avions changé, grandi, progressé, et ils ne l'avaient pas remarqué. C'était leur première erreur. Leur deuxième erreur, me laisser décider quand ils pouvaient le rencontrer, parce que maintenant j'avais le temps. Le temps de planifier, le temps de réfléchir, le temps de leur rappeler exactement ce qu'ils avaient manqué et de s'assurer qu'ils le ressentaient. C'était la mise en place. Mais avant de pouvoir commencer, j'avais besoin d'alliés. La première personne que j'ai appelée était Manon. Non pas parce que je lui faisais confiance, mais parce que j'avais besoin de savoir où elle en était. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, l'air surprise. Thomas, ai-je dit. Tu as une minute ? Oui. Oui, bien sûr. Waouh. Je ne m'attendais pas. Je veux dire, ça fait un moment. Oui, ça fait un moment. Il y a eu une pause. J'entendais le bruit d'un lave-vaisselle derrière elle. Peut-être une télévision dans une autre pièce. Comment va la famille ? A-t-elle demandé. Bien, occupée ? Paul vient d'avoir 7 ans. Waouh, déjà 7 ans. J'ai laissé le silence parler de lui-même. Elle s'est éclaircie la gorge. Écoute, je sais que les choses sont devenues bizarres. J'ai essayé d'appeler vers Noël, mais je ne savais pas quoi dire. C'est ça le truc, Manon. Aucun de vous ne sait jamais. Je suis désolée, a-t-elle dit doucement. Je le suis vraiment. Je te crois, ai-je dit. Et à ce moment-là, je la croyais. Une autre pause. Puis elle a demandé, tu as reçu la carte ? J'ai souri. Alors c'était toi. Non, a-t-elle dit. C'était maman. Mais elle m'a demandé quoi dire. Je lui ai dit de ne rien envoyer à moins qu'elle ne le pense vraiment. Et je ne sais pas. Je pense qu'elle essaie. Ou peut-être qu'elle a juste peur. Elle n'arrête pas de dire qu'elle veut voir les garçons avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard pourquoi ? Ai-je demandé. Manon n'a pas répondu. C'était suffisant pour moi. Je l'ai remercié, lui ai dit au revoir et j'ai raccroché. Ensuite, j'ai contacté Marc, le gars qui m'avait fait entrer dans le projet à but non lucratif. Je lui ai dit que j'avais une idée pour une courte série de vidéos. Quelque chose de personnel, d'honnête, un aperçu de la parentalité d'un enfant neurodiverge, non pas à travers une lentille clinique, mais humaine. Marc était partant.
Nous avions besoin de contenu comme ça, a-t-il dit. De vraies histoires, pas seulement des infographies. Tu serais la voix parfaite pour ça. Alors, nous avons commencé à filmer. Ce n'était pas flashy. Juste moi, Clara et les garçons à la maison. Vivant leur vie, faisant des crêpes, gérant les crises, célébrant les petites victoires comme Paul apprenant à utiliser sa tablette pour dire dehors ou Léo aidant son frère à aligner des trains miniatures. Nous avons parlé de tout. La culpabilité, le chagrin, la grâce. Nous n'avons rien enjolivé. Clara a hésité au début. Elle ne voulait pas que nos enfants soient transformés en une narration pour la croissance de quelqu'un d'autre. Mais une fois qu'elle a vu les images brutes, les moments calmes qui ne faisaient jamais partie des histoires grand public, elle a été partante. Il ne s'agit pas de, a-t-elle dit. C'est pour les familles qui se sentent seules comme nous l'étions. Les vidéos ont gagné du terrain lentement au début, puis plus rapidement. Les gens les partageaient, commentaient, envoyaient des messages comme « ça m'a fait pleurer » et « je me sens enfin vue ». Une mère nous a envoyé un message disant que ses beaux-parents avaient commencé à traiter son fils différemment après avoir regardé notre série. J'ai partagé la première vidéo en privé avec Manon. Elle a répondu par texto quelques heures plus tard. Je n'avais aucune idée. Je veux dire, je savais, mais je ne savais pas exactement. Mes parents n'ont pas commenté, n'ont pas envoyé de texto, mais j'ai vu maman regarder la vidéo sur Facebook 2 fois. Puis est venu l'événement. L'organisation à but non lucratif de Marc organisait un gala de printemps chaque année. Partie collecte de fonds, partie campagne de sensibilisation. Cette année, ils m'ont demandé de parler, de raconter notre histoire en direct sur scène. J'ai dit oui. Non pas parce que je voulais être sous les projecteurs. Je détestais parler en public, mais parce que je voulais contrôler le récit. Mon récit. Le récit de Paul. Plus besoin d'attendre que les gens comprennent ou s'excusent. Cette fois, ils entendraient tout de ma part. 2 semaines avant le gala, Clara et moi avons renvoyé des invitations, de vraies. Pas de carton de papeterie. Nous avons opté pour un style cravate noire formel, des enveloppes crème, des lettres dorées, des liens RSVP. Nous avons invité des amis, des collègues, des parents de notre groupe de soutien, des enseignants, des thérapeutes, même le voisin qui laissait toujours à Paul plus de temps pour traiter quand il disait bonjour. Et oui, nous avons invité ma famille. Nous l'avons adressé à Robert et Hélène Leblanc. Pas maman et papa, juste les noms, les faits. C'était mesquin et précis. Nous l'avons envoyé un lundi. Le mercredi, Manon a envoyé un texto, alors, ils viennent. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis concentrée sur la répétition de mon discours. Il ne s'agissait pas seulement de Paul. Il s'agissait de tout. Les années que nous avons passées à essayer de nous conformer à un moule établi par quelqu'un d'autre. La pression de rendre notre enfant moins lui-même afin que les autres puissent se sentir plus à l'aise. La douleur d'être exclu, la beauté de construire quelque chose de nouveau. J'ai inclus l'histoire de Noël, la table qui n'était pas dressée pour Paul. Je n'ai pas donné de nom, mais je n'avais pas à le faire. Il saurait. Et quand la nuit est venue, j'étais prêt. Je me tenais en coulisses dans un costume bleu marine impeccable, serrant une fiche avec des points que je connaissais à peine. Ma main tremblait un peu, mais pas de peur, de détermination. Clara m'a serré la main et a chuchoté, « Tu vas changer la vie de quelqu'un ce soir. » Puis le rideau s'est levé. Je suis montée sur scène. Les lumières étaient chaudes. La pièce s'est tue. Quelque part au milieu, je les ai vus. Mes parents assis raidement au 2e rang, les visages illisibles. J'ai regardé au-delà d'eux, au-delà du doute, de la honte, des années de silence. J'ai regardé vers les gens qui avaient marché avec nous dans les saisons difficiles. Et j'ai parlé, non pas pour la vengeance. Pas encore, mais pour la vérité. Et quand j'ai eu fini, la salle s'est levée. Les gens ont applaudi. Certains ont pleuré, mais mes parents, ils sont restés assis. Immobiles. Bien. Ils écoutaient enfin. Et je n'avais pas encore fini. Ils ne m'ont pas parlé après le discours. Ni cette nuit-là. Ni le lendemain.
Pas même après que la vidéo du gala soit devenue virale, 400 000 vues et ça continue. Pas quand des amis les ont tagués dans les commentaires. Pas quand les nouvelles locales l'ont repris pour un segment plein feu sur la communauté. Pas quand le message est devenu quelque chose de plus grand que moi. Et ce silence. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais gagné. Parce que le silence pour des gens comme mes parents n'est que le dernier souffle du déni. Pendant des semaines, ils n'ont rien dit. Manon a envoyé des textos plusieurs fois, surtout des sondages prudents. Maman est calme. Papa continue de regarder le discours sur YouTube. Ils ne savent pas comment te contacter. Je n'ai jamais répondu parce que je n'attendais plus. J'avançais vite. Vous voyez, pendant qu'ils étaient assis au deuxième rang, essayant encore de savoir s'ils devaient être offensés ou honteux, j'avais déjà commencé le dernier acte. Cela a commencé par une décision que j'avais prise tranquillement des mois auparavant. En février, après que tout se soit effondré et que la poussière retombait, j'avais contacté un avocat spécialisé dans les successions. Non pas parce que je planifiais ma mort, mais parce que je planifiais une protection. Mes enfants, surtout Paul, méritaient un avenir à l'abri des gens qui ne se manifestaient que lorsque cela les arrangeait. Clara et moi avons créé une fiducie, étanche, à l'épreuve du temps et privée. Tous les actifs, y compris la maison, les économies et ma nouvelle participation au capital de la division technologique de l'organisation à but non lucratif, passeraient directement aux garçons. Pas d'homologation, pas d'ingérence et pas de place pour la négociation. Mais ce n'était que le début. Le vrai coup est venu quand j'ai décidé de changer les parrains de Paul. À l'origine, dans un moment d'optimisme naïf des années auparavant, nous avions listé mes parents. Nous pensions à leur famille. Et à l'époque, je croyais encore qu'ils se montreraient à la hauteur si quelque chose nous arrivait. Mais après Noël, après la table d'appoint, après le message vocal, non, absolument pas. Alors, j'ai changé. Nous nous sommes assis avec Louis et Jean, les pères du groupe de soutien, des hommes qui savaient ce que cela signifiait de se battre pour leurs enfants, qui s'étaient montrés plus présents en 6 mois que ma famille en 6 ans. Je leur ai demandé ensemble s'ils accepteraient cette responsabilité. Louis a pleuré. Jean a dit, je le fais déjà. Nous l'avons officialisé 2 semaines plus tard, et j'ai envoyé des copies des documents à mes parents. Pas de mots, juste des faits. Voici ce que vous avez perdu. Voici à quel point c'est définitif. La partie suivante était plus délicate. Elle exigeait de la patience. Vous voyez, mes parents étaient des piliers de leur église locale. Toujours à organiser des repas partage et des soirées de prière. Papa siégeait au conseil d'administration. Maman faisait du bénévolat à la crèche. La réputation comptait beaucoup pour eux. Et je savais qu'ils détestaient que personne dans leur communauté ne connaisse la vraie histoire. Que la plupart supposaient encore qu'ils étaient de bons grands-parents pour tous leurs petits-enfants. Mais le gala a changé cela. Les gens ont commencé à poser des questions. Un dimanche, un ami de la famille m'a envoyé un message. Ton discours m'a ému. Je ne savais pas que Paul avait été traité de cette façon. Je suis désolé. Un autre a écrit, j'ai vu tes parents à l'église. Ils avaient l'air mal à l'aise quand ton nom est apparu. Je pensais juste que tu devais le savoir. Je n'ai pas répondu à cela non plus. J'ai juste regardé la pression monter jusqu'au jour où ma mère est arrivée à notre porte. C'était un mardi. Paul était en thérapie. Léo était à l'école. Clara travaillait de la table de la cuisine. J'étais à la maison en train de réparer une charnière de porte desserrée. La sonnette a retenti. J'ai ouvert, la clé à molette toujours à la main. Et là, elle était, Hélène Leblanc, ma mère. Elle avait l'air plus petite, pas physiquement, mais émotionnellement, comme quelqu'un qui avait enfin réalisé qu'elle ne contrôlait plus le récit. Thomas, a-t-elle dit doucement. Je ne l'ai pas invité à entrer. Je suis sortie, j'ai fermé la porte derrière moi et je me suis appuyée contre le poteau du porche. Elle a tressailli devant la barrière, mais ne l'a pas contesté. J'ai essayé de te joindre, a-t-elle dit. Je sais, elle a dégluti. J'ai vu les vidéos, le discours, tout ça. Et je ne savais pas, a-t-elle chuchoté. Je n'avais pas réalisé à quel point nous t'avons blessé. Je l'ai regardé.
Tu as appelé mon fils perturbateur. Tu nous as dit de ne pas venir à Noël. Ce n'est pas ne pas réaliser. C'est choisir le confort plutôt que la gentillesse. J'avais peur, a-t-elle dit, la voix brisée. Je ne savais pas comment gérer ça. Je pensais protéger les autres enfants. Non, ai-je coupé. Tu protégeais ton image de ce à quoi la famille devait ressembler. Paul ne rentrait pas, alors tu l'as poussé en marge. Elle a détourné le regard. J'ai laissé le silence planer un instant. Puis j'ai demandé, pourquoi es-tu vraiment là? Elle a hésité, puis a finalement dit, nous voulons faire partie de vos vies à nouveau. Quoi qu'il en coûte. Je m'excuserai auprès de Clara, auprès des garçons. Je ferai n'importe quoi. Je l'ai étudié et pendant une seconde, j'ai presque cru à ça, presque. Mais ensuite je me suis souvenu du message vocal et de la table d'appoint et des années de « peut-être la prochaine fois » et c'est juste de le faire se tenir tranquille. Alors j'ai dit ceci, tu ne peux pas choisir le chapitre dans lequel tu reviens. Nous ne sommes pas figés dans le temps à t'attendre. Nous avons avancé. Nous avons guéri sans toi. Et Paul, il s'épanouit sans jamais avoir besoin de ton approbation. Des larmes ont rempli ses yeux. Alors c'est ça. J'ai hoché la tête. Vous avez fait votre choix. Maintenant, nous faisons le nôtre. Je me suis retournée et j'ai ouvert la porte. Mais avant d'entrer, j'ai dit une dernière chose. Vous ne nous avez pas perdus parce que vous avez fait une erreur, maman. Vous nous avez perdus parce que vous avez continué à la faire même après que nous vous ayons dit que ça faisait mal. Puis j'ai fermé la porte. Pas de cris, pas de drame, juste le son net et final d'un chapitre qui se termine. Dans les mois qui ont suivi, les retombées se sont fait sentir. La nouvelle s'est répandue dans leur communauté. Non pas de ma part. Je n'ai jamais dit un mot négatif sur eux en public, mais de leur absence. Des gens ont remarqué la façon dont Clara et moi prospérions sans eux. Des choses que nous n'avons pas dites et des gens que nous avons invités à la place. À la prochaine fête de printemps, Paul a fait un tour de manège avec la fille de Jean, riant, les mains battantes de joie. Léo a couru entre les stands avec le fils de Louis. Tous deux le visage peint et débordant de sucre. Clara et moi étions assis sur une couverture de pique-nique, les bras liés, regardant nos garçons vivre, libres, sans excuses, non invités par quiconque ne pouvait pas les aimer entièrement. Et c'est là que j'ai réalisé. La vengeance n'avait pas besoin d'être bruyante. Elle n'avait pas besoin d'être cruelle. Parfois, la vengeance la plus puissante est simplement d'avancer si complètement que les gens qui vous ont fait vous sentir petits ne peuvent même plus trouver le chemin du retour. Ils ne nous ont pas perdus d'un coup. Ils nous ont perdus petit à petit. Et nous n'avons jamais regardé en arrière.